Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexia Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TMDJC derrière le micro et vous êtes sur Préhistorique. Je ne suis évidemment pas tout seul pour ce petit moment de partage autour du monde de la préhistoire puisque je suis avec la fine équipe de Préhistorie Travel. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment allez-vous toutes les deux ? Ça va très bien, on est très contente je pense de revenir pour un nouvel épisode de Préhistorique. Oui, ça fait très plaisir de te retrouver TMDJC, j'espère que ça va depuis la dernière fois du coup. Ça va très très bien, moi aussi. On vient franchement, j'ai plein de questions à vous poser aujourd'hui, mais avant de commencer à vous les poser, peut-être illustrer le propos. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on a décidé de parler de Lucie. Alors pas votre voisine, pas votre mère, pas votre grand-mère, on parle de Lucie l'Australopithèque, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et si vous n'en avez pas entendu parler, ce n'est pas grave car vous allez enfin en entendre parler. Alors Lucie, on a des dates je crois, déjà. Quand est-ce qu'on a découvert Lucie ? Alors en fait, Lucie a été découverte le 24 novembre 1974 à Adar. Pour être plus précis, c'était sur la rive droite du fleuve Awash en Éthiopie. En fait, il y avait une expédition qui s'appelait l'International Afar Research Expedition, qui était un projet fondé par Maurice Taïb, qui regroupait une trentaine de chercheurs éthiopiens, américains, français. Il y avait par exemple Donald Johnson, Maurice Taïb ou encore Yves Coppens, dont vous avez très certainement aussi entendu parler, qui malheureusement est décédé récemment. Donc une pensée pour le grand monsieur Yves Coppens. Et donc depuis 1972, il y avait de nombreuses fouilles qui étaient organisées dans des sites de cette région de l'Afar en Éthiopie, où a été trouvée donc cette fameuse Lucie. Je pose la question de manière très naïve, mais du coup pourquoi on l'a appelée Lucie ? Ce nom fait référence à la chanson Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles. Et la légende raconte en fait que c'était la chanson que les découvreurs donc, de Lucie écoutaient le soir sous la tente lorsqu'ils étaient en train de marquer les fossiles. Et en plus, ils avaient découvert ce soir-là, d'après l'étude du bassin, qu'il s'agissait a priori d'une femelle. Et du coup, ils se sont dit pourquoi pas l'appeler Lucie, puisque c'est quand même un nom qui est un peu plus sympa que son nom scientifique, puisque son nom scientifique, c'est AL 288-1. Oui, c'est intéressant de souligner que la plupart des fossiles, enfin tous les fossiles ont un nom scientifique, mais il n'y a que quelques fossiles qui ont un petit surnom, un petit nom qui leur permet en général d'ailleurs d'être plus connus du grand public, parce que retenir AL 288-1, c'est un peu moins facile, on va dire. C'est une science que vous partagez finalement avec les gens qui regardent le ciel, je pense aux astronomes qui effectivement des fois donnent des petits noms à leurs étoiles ou à leurs planètes, mais très souvent effectivement il y a un nom en rallonge qui habille tout ça. Et pour revenir sur Lucie, elle avait quel âge ? Ou quel âge a-t-elle d'ailleurs ? Enfin, comment Alors, elle est datée à 3,2 millions d'années environ. Et donc, comme l'a dit Mathilde, il s'agit a priori d'un individu féminin et qui était âgé d'une vingtaine d'années, probablement au moment de sa mort. Alors c'est toujours un petit peu compliqué quand on parle des espèces fossiles et de déterminer l'âge de ces espèces fossiles, parce que notre référentiel finalement c'est notre espèce, Homo sapiens. Donc là on est face à un Australopithèque, donc qui n'appartient pas au même genre, et même quand ça appartient au même genre, il faut quand même prendre des précautions par rapport à ce référentiel. Oui, parce qu'en fait on ne connaît pas les stades de développement exactement des autres espèces. Ils avaient peut-être un développement qui était plus rapide. Donc c'est pour ça qu'effectivement, comme l'a dit Alexia, il faut faire attention avec ces estimations. Du coup, vous parlez d'espèces, mais on sait à quelle espèce exactement appartient Lucie ou pas ? Alors Lucie a été attribuée à l'espèce Australopithecus afarensis, qu'elle a permis de créer en fait, puisque la diagnose de cette espèce, qui correspond donc en fait à toute une liste de caractères qui permet d'identifier les caractéristiques propres à un fossile, ont été publiées en 1978 à la suite du coup de la découverte de Lucie, quand le fossile a été rendu public. Oui, c'est ça. Et alors, c'était pas la première espèce d'Australopithèque à avoir été décrite. Historiquement, on connaissait déjà Australopithecus africanus. La première publication faisant état de ce genre était dans la revue Nature, avec une publication de Raymond Dart qui date, tenez-vous bien, de 1925.
Ah oui, d'accord. Oui. C'est pas hier ni avant-hier, quoi. C'est pas hier ni avant-hier. Donc, pour rappel, Lucie a été découvert en 1974. Donc, on a quand même un gap de près de 50 ans entre le premier Australopithèque qui a été décrit et publié dans Nature et la découverte de Lucie, attribuée donc à Australopithecus afarensis. D'accord. Donc, alors là, vous m'avez donné son âge approximatif. D'ailleurs, je suis toujours très très curieux de me dire comment est-ce qu'on arrive à jauger ce genre de choses. Mais est-ce qu'on a d'autres caractéristiques qu'on connaît sur Lucie ? Je suppose que oui. Oui, on estime que sa masse corporelle est autour de 28 kg pour une stature de 1,10 m. Alors, il faut savoir que c'est particulièrement petit pour un Australopithecus afarensis. On a depuis découvert d'autres fossiles que Lucie qui appartiennent donc à cette espèce. Et on s'est rendu compte que Lucie était plutôt donc un petit spécimen pour son espèce. Donc comme on vous a dit, c'était certainement une femelle. Le fémur de Lucie ressemble beaucoup plus à un fémur, on va dire, d'Homo sapiens qu'à un fémur de chimpanzé. Chimpanzé, oui, c'est ça. Le bassin et le fémur de Lucie présentent des caractères qui sont liés à une locomotion bipède. Alors, pour la petite histoire, comme on recherche beaucoup d'informations sur la bipédie, on se demande comment on en est arrivé, nous, à être bipèdes. On regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres espèces, que ce soit chez les hominines ou plus largement les primates. Et pendant très longtemps, au niveau du post-crânien, ce sont les membres inférieurs de Lucie qui ont été plus étudiés parce que justement on s'intéressait à ce fémur et ce bassin. On était très content d'avoir un squelette aussi complet. Et on s'est rendu compte par la suite, quand ils ont commencé à étudier de manière un peu plus poussée, on va dire, les membres supérieurs, que pratiquement tous les éléments des membres supérieurs de notre petite Lucie indiquaient en fait une adaptation assez claire également à un déplacement arboricole. Donc souvent on oppose un petit peu la bipédie avec d'autres modes de déplacement, mais il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une manière d'être bipède. Alors aujourd'hui chez les primates, le seul qui est totalement bipède, c'est nous, c'est Homo sapiens, mais il y a plein de primates qui pratiquent la bipédie de manière occasionnelle, donc des bipédies un petit peu différentes. Ça sera l'occasion de revenir dessus dans des articles ou d'autres vidéos. On essaiera d'ailleurs de vous trouver des vidéos de déplacement de certains primates d'un point de vue bipède. Mais voilà, il ne faut pas imaginer que Lucie avait la même bipédie que la nôtre, et ce n'est pas parce qu'elle était capable de bipédie que c'était son unique moyen de locomotion. D'accord, donc a priori, si j'ai bien suivi ce que tu viens de m'expliquer, bipède, mais régulièrement en fait en déplacement avec d'autres statures, éventuellement je me balade via les arbres, donc on est loin effectivement d'une bipédie constante. Hein. Oui, on est loin. En fait, elle en était capable, mais elle n'était pas capable que de ça. Finalement, c'est nous, aujourd'hui, on est capable quasiment que de ça, et encore les bébés se déplacent à quatre pattes quand ils sont plus jeunes. Mais voilà, Lucie avait une bipédie, mais pas que. Et même sa bipédie, l'orientation, quand on voit l'orientation de son fémur, on voit que la manière dont elle se déplaçait était peut-être un petit peu plus chaloupée. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'était Jack Sparrow, mais ça peut vous donner une petite image de ce que pouvait être une bipédie un petit peu différente. On étudie beaucoup aussi les empreintes qui peuvent être laissées des fois dans le sol pour regarder un petit peu comment pouvait se positionner le pied. Alors, il y a des débats autour de ça, parce que des fois, les sols étaient un petit peu argileux, un petit peu gras. Donc, est-ce que leurs pieds ne glissaient pas quand ils marchaient ? Est-ce qu'on a une info directe de la manière dont ils se déplaçaient ? Il y a plein de débats autour. Mais voilà, on n'a pas qu'une manière d'imaginer et d'étudier la bipédie. Mais retenez surtout qu'en fait, il n'y a pas qu'une manière d'être bipède. Lors de notre première émission, on avait déjà évoqué la problématique de trouver un squelette, effectivement, de voir un peu comment on peut retravailler sur l'ADN derrière, parce que il reste en général plus que les ossements. Hein. Comment on sait que Lucie était une femelle ? Alors ici déjà, c'est qu'avec Lucie, on a quand même la chance, c'est d'avoir une excellente conservation du squelette post-crânien et notamment des membres inférieurs, et ça c'est quand même extrêmement rare pour des fossiles de cet âge, puisque quand même 3,2 millions d'années, généralement on retrouve que des petits fragments, et donc ici en l'occurrence on a le bassin de Lucie qui est quasiment complet. Et c'est ce qui nous a permis notamment de le comparer à des bassins donc, de chimpanzés, qui a donc montré que le bassin de Lucie ressemble beaucoup plus au nôtre. Et pour déterminer si elle était femelle, ils ont fait des analyses morphométriques
En fait, ça consiste à mesurer des points entre des ossements du bassin. Et techniquement, les bassins des femmes sont un petit peu plus larges en termes de proportion que le bassin des hommes. D'accord. Mais encore une fois, c'est par rapport à des référentiels actuels en fait, qui ont été créés sur des populations d'Homo sapiens. On n'est même pas sûr à 100% en fait que Lucie était une femelle. Non, et même d'ailleurs, certains chercheurs ont relancé la controverse il y a quelques années en disant que Lucie serait peut-être en fait un Lucien. D'accord. Mais ça n'a pas pris tant que ça. Au final, c'est quand même plutôt accepté que Lucie était a priori une femelle. Et je pense que joue aussi également sa masse corporelle et sa stature, puisqu'on l'a dit, elles étaient assez faibles. Et on a aussi cette idée que voilà, une stature faible, une masse corporelle faible, c'est plutôt lié à des individus féminins plutôt qu'à des individus masculins. Mais voilà, une fois encore, ce sont nos référentiels actuels, donc il faut faire attention avec ce genre d'interprétation. Moi, j'arrive évidemment avec toute ma novicité, si vous me passez l'expression, et le fait que j'ai été baigné de beaucoup d'approximations dans les informations que j'ai pu obtenir jusqu'à là. Donc, je vais certainement vous poser des questions un peu bêtes, mais là, on parle du fait que Lucie était une femelle. Tu viens de me dire que dans l'espèce en général, donc la femelle stature plus frêle que celle d'un mâle, mais j'avais cru lire ou comprendre que dans le passé, finalement, les différences étaient un peu moindres qu'aujourd'hui. Est-ce que finalement, cette information est totalement erronée? Est-ce qu'il y a toujours eu une différence importante morphologique des espèces qui sont arrivées jusqu'à nous? Alors déjà, il y a quelque chose qui est très important quand on étudie des fossiles. On n'a pas un champ d'étude très large, finalement. On ne choisit pas ce qu'on étudie, on étudie que ce qu'on trouve. L'idéal, quand on étudie comme ça des espèces, c'est de pouvoir aussi les étudier par population. C'est ce qu'on fait avec des espèces animales actuelles. Il y a des variabilités au sein même des populations qui sont très importantes. Je vais vous prendre 2 exemples très parlants. Si vous prenez les Maasai, qui sont très grands et très élancés, et les pygmées à côté, c'est exactement la même espèce, c'est Homo sapiens. Mais pour autant, si vous prenez un Maasai, vous allez avoir des squelettes beaucoup plus grands. Enfin, des Maasai, vous allez avoir les squelettes beaucoup plus grands, alors que les pygmées beaucoup plus petits. Maintenant, vous retrouvez, imaginons, on est donc dans des fossiles, on retrouve dans plusieurs millions d'années un squelette de Maasai très grand et beaucoup plus loin un squelette de pygmée. On risque d'avoir tendance à se dire, bon ok, ils ont les mêmes caractéristiques physiques, on le voit bien, c'est la même espèce, mais celui qu'on a retrouvé chez les Maasai, on va plus facilement penser que c'était un homme, et celui qu'on a retrouvé chez les pygmées, on va plus facilement penser que c'était une femme. Donc déjà, normalement, l'idéal, c'est d'étudier les squelettes au sein même des populations, ce qu'on ne peut pas faire, malheureusement, en paléoanthropologie. Alors, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais je pense que c'est important. Elle est importante, hein, moi je comprends bien. Ouais, de le dire. Donc, quand on est face à Lucie, par exemple, surtout qu'à l'époque, il n'y avait que elle, puisque c'est avec elle qu'on a décrit cette nouvelle espèce, on n'avait pas du tout de référentiel de comparaison. Maintenant, de manière plus générale, oui, il y a une tendance, globalement, à avoir des squelettes quand même plus graciles chez les femelles, en tout cas chez les primates. Mais voilà, il faut faire très attention à ça, parce qu'en fonction des variabilités des populations, ça peut ne pas être vrai, les tailles et les proportions peuvent énormément varier. Oui, je pense par exemple aux paranthropes qui étaient contemporains des australopithèques. Et par exemple, on sait que chez les mâles, ils avaient une crête sur le crâne, et ça, c'est typique des mâles. On retrouve aussi ça chez certains primates. Donc ça, par exemple, on le sait, c'est un dimorphisme sexuel qui est assez évident. Après, effectivement, la difficulté, c'est que les australopithèques font partie des hominines, donc a priori, c'est notre lignée. Mais nous, par exemple, Homo sapiens, on a peu de dimorphisme sexuel entre hommes et femmes. Et ça, y a plusieurs raisons qui sont évoquées, mais il y a notamment des raisons où, par exemple, il n'y a plus forcément de compétition physique entre mâles. Par exemple, pour les femelles, on est une espèce qui fonctionne plus comme ça. Et la question se pose également, qu'en était-il pour les hominines à l'époque? Oui, Parce que le dimorphisme sexuel dépend aussi beaucoup de ça, en tout cas pour les espèces animales actuelles. Et comme on travaille quand même beaucoup sur l'actuel pour après essayer de déduire des choses du passé, c'est pour ça aussi qu'on a tendance à penser ça. Oui, on a très peu d'informations culturelles finalement qui reviennent jusqu'à nous, quoi. Oui, et ça, je pense que c'est une autre chose importante à préciser, c'est que chez les singes, dont nous faisons partie, les comportements, les facteurs sociaux influencent également, comme on disait, le dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui chez les primates, chez les singes, où il y a beaucoup plus de compétition pour les femelles, il y a un fort dimorphisme sexuel. Par exemple, chez les gorilles, où il n'y a qu'un seul mâle qui se reproduit, oui.
Voilà, le dimorphisme sexuel est très important. Il a d'ailleurs cette crête dont parlait Mathilde chez les paranthropes, elle existe aussi chez les gorilles mâles, et les gorilles femelles ne l'ont pas. Donc pour certaines espèces, c'est facile, pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. C'est vrai que sur certaines espèces, tu parles du gorille, chez les félins, on peut regarder les lions, enfin, même si on n'est pas un expert, on reconnaît tout de suite la différence effectivement entre le mâle et la femelle. Pour rester sur notre sujet et revenir du côté de Lucie, moi j'ai envie de vous poser la question, mais c'est quoi un australopithèque en gros, enfin, pour simplifier le... Alors ça, c'est une question qui est assez difficile à répondre. En fait, déjà parce qu'il existe beaucoup d'espèces d'australopithèques. Il en existe pour l'instant 9 en tout, et ils ont une répartition géographique qui est assez restreinte, puisqu'ils ont tous été pour l'instant retrouvés en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, à part quelques rares exceptions, et ils sont tous datés globalement entre 4 millions d'années et 2,4 millions d'années. D'accord. Donc ça, c'est pour les généralités, à l'exception d'une espèce d'australopithèque qui a été retrouvée à 1,9 million d'années, donc qui est un petit peu une particularité, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Et après, au niveau des caractères, en fait, Australopithecus, c'est un genre qui correspond à un groupe qui est très large. Ça rassemble des individus qui sont quand même très variables en termes de taille et de conformation morphologique. Mmh. Et du coup, on peut effectivement tirer quelques généralités. Par exemple, la capacité crânienne est comprise entre 350 et 550 cm3. C'est l'équivalent des chimpanzés actuels, par exemple. On peut aussi dire que leur boîte crânienne était plutôt basse et allongée comparée à celle d'Homo sapiens, où elle est un petit peu plus relevée en forme de... Homo sapiens, quand on regarde un crâne de derrière, on dit qu'il est un peu en forme de maison. En fait, il y a ce côté un petit peu carré, droit. Et il faut imaginer que les australopithèques, c'est plus fuyant vers l'arrière. C'est vraiment plus allongé. D'accord, ok. Voilà. Je fais les gestes en même temps à TMDJC, mais je sais que vous ne les avez pas, alors j'espère que pour vous c'est assez visuel. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on vous rajoute des petits visuels de temps en temps, on pourra vous envoyer ça. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Au niveau de la face, on a un prognatisme qui est assez important. Donc le prognatisme, c'est le fait en fait d'avoir la face qui avance vers l'avant. Donc ça, par exemple, on le retrouve aussi chez les chimpanzés. Par exemple, un crâne de chimpanzé et un crâne d'australopithèque, en fait, ça se ressemble plutôt pas mal. Nous le savons d'expérience. Le savons d'expérience. Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est ridicule ? Est-ce qu'on a envie de garder notre crédibilité ? Est-ce qu'on a envie de garder notre crédibilité ? Non, bon, c'était au début de notre master. Donc voilà, ayez de l'indulgence avec ce que nous vous racontons maintenant. On avait des crânes sur la table. Il y avait de l'australopithèque, des chimpanzés, des gorilles, du genre Homo. Enfin, il y avait un peu de tout. Et on était là justement pour apprendre à les reconnaître, à les différencier. Et avec Mathilde, simple, hein. Non, c'est pas ça, c'est pas simple, surtout quand on est face à du Homo ergaster, Homo erectus. Enfin, il y a des choses qui, en tout cas, au début, semblent se ressembler. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité, heureusement, à les différencier. Je me doute que plus on en regarde, plus simple c'est. Maintenant, je pense que toutes les deux, en un coup d'œil, on saurait dire ce que c'est. Mais au départ, effectivement, il y avait un crâne de chimpanzé et un crâne d'australopithèque côte à côte. Nous avons inversé les deux. Voilà, je pense que pendant une grosse partie du cours, nous avons pensé que le chimpanzé était un australopithèque. Jusqu'à ce qu'à un moment, on pense à regarder la dentition, on se dit, c'est bizarre quand même, les canines de cet australopithèque. Et on s'est rendu compte de notre erreur par nous-mêmes. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'il y a effectivement des ressemblances. Quelque chose, je pense, qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle la constriction post-orbitaire. Donc, c'est le resserrement derrière les orbites. Il faut imaginer vraiment que c'est resserré au niveau du crâne derrière les orbites. Elle est assez importante chez les australopithèques. Elle est très, très marquée. Ce qui est une différence énorme d'une espèce à l'autre. On peut se rendre compte. Le fait que d'ailleurs les orbites soient fermées ou pas. Oui, c'est ça. Et on peut aussi... C'était les arcades zygomatiques qui sont très écartées au niveau de la face des australopithèques, beaucoup plus que nous. En fait, du coup, on a l'impression que leur face était beaucoup plus large. Voilà. Que ça, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Quand on avait une représentation d'australopithèques dans les dessins pour les livres pour enfants, très souvent, effectivement, on voyait que les pommettes étaient très saillantes, très, très imposantes. Beaucoup plus, ouais. Ouais, et beaucoup au niveau, plus. La dentition aussi, ils ont une mandibule qui est beaucoup plus massive. Comparé à la nôtre, ils ont des dents, notamment des molaires, en fait, qui sont vraiment bien plus grosses que les nôtres ou que les autres hominines, puisqu'en fait, au fur et à mesure qu'on arrive au genre Homo, on va avoir une réduction de la taille des dents, mais chez les australopithèques, elles sont encore
extrêmement développée, notamment au niveau des canines qui sont très grosses, et du coup on a un diastème. Donc en fait c'est un petit écart entre les incisives et les canines, en fait ça fait un petit peu croc. Pour essayer de visualiser, et ça c'est encore un peu présent chez les australopithèques par exemple. C'est pour ça qu'on les a mélangés. Oui, parce que les chimpanzés l'ont aussi, mais de façon beaucoup plus marquée pour le coup. Pour notre défense, voilà, je tenais à le dire. Je pense dernière généralité, c'est que les australopithèques ont des membres supérieurs qui sont plus longs que les membres inférieurs, et par exemple chez nous Homo sapiens c'est l'inverse, on a des membres inférieurs qui sont plus longs que les membres supérieurs. D'accord. Donc ça c'est une adaptation à la bipédie, et là du coup je renvoie au point que Alexis a expliqué au début, c'est parce que les australopithèques n'étaient pas encore complètement uniquement bipèdes, ils pratiquaient encore l'arboricolie, et du coup ça c'est des proportions aussi qu'on retrouve par exemple chez les chimpanzés qui ont des membres supérieurs bien plus longs que leurs membres inférieurs pour pouvoir se déplacer dans les arbres. Ou les gorilles par exemple. Voilà, la plupart des primates Homo sapiens c'est l'un des seuls primates à être uniquement bipède et du coup à avoir ces proportions. Quand on regarde aussi ces ossements, ces membres postérieurs, on a plein de petits indices en fait dessus qui nous permettent de voir est-ce que l'articulation elle a l'air plutôt contrainte dans un axe ou est-ce que l'articulation est plutôt mobile et plutôt libre. Par exemple, si un primate se déplace dans les arbres, il aura plutôt une articulation du genou mobile qui lui permet effectivement une certaine rotation, etc. Imaginez si nous, Homo sapiens, qui marchons, qui courons, on avait des genoux très laxes. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont des genoux plus laxes que d'autres. Ils savent donc de quoi je parle. On se fait plus facilement, on se blesse plus facilement. Il n'y en a pas besoin en fait de cette laxité dans notre quotidien. Donc, la nature est bien faite là-dessus. On a des choses qui verrouillent en fait au niveau des ossements. Donc, au niveau des membres, on le voit quoi. On a adapté en plus notre monde à notre façon de se déplacer. Donc, c'est vrai que tout notre espace construit par l'homme est vraiment fait pour l'homme, entre guillemets. Pour se déplacer dans une direction, en fait, le squelette d'Homo sapiens, c'est fait pour se déplacer droit devant. Oui. En fait, pas sur les côtés. D'ailleurs, on regarde droit devant nous. Hein, on n'est pas fait pour avoir des articulations qui bougent dans tous les sens, ou alors on a un problème. On a un problème. Je ne l'ai pas précisé, j'ai dit l'homme, évidemment, je voulais dire l'humain, parce que quand on parle de l'homme, c'était avec un gros ou un petit h en fonction de ce qu'on voulait dire. Je vais plutôt utiliser le terme humain, ça évitera qu'on se trompe. Pour revenir sur notre amie Lucie, moi, ce que vous m'avez expliqué déjà est beaucoup plus clair et je m'y retrouve plus, mais la question que je me pose, parce que vous me dites, ok, on a trouvé ses ossements, c'est rare qu'on ait des ossements de cette qualité, mais finalement, comment on a trouvé ça réellement et surtout, de quoi est-elle morte en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, comment ça se fait qu'on a réussi à récupérer cet ossement d'une si belle qualité? Alors là, pour le coup, je pense que c'était le hasard. Enfin, quand ils ont commencé à fouiller le site en 1972, ils ne pensaient pas qu'ils allaient trouver les ossements conservés dans cet état-là. Et en fait, Lucie a été découverte dans des sédiments qui étaient l'ancien lit de la rivière Afar qui passait à proximité du site. D'accord. Donc, pendant un temps, il a été pensé que Lucie est morte noyée, en fait, puisqu'elle a été retrouvée dans le lit de la rivière. Mais ça a été un peu remis en question. Donc après, il faut savoir que les causes de la mort de Lucie sont toujours débattues. Et il y a une publication donc en 2016 qui faisait plutôt pencher la balance du côté d'une chute d'un arbre, un arbre qui aurait une dizaine de mètres de hauteur. Et l'étude des ossements montrerait effectivement qu'il y aurait plusieurs types de fractures qui seraient typiques d'une chute de son vivant. Et après, les ossements, au cours des millions d'années, se seraient retrouvés à cet endroit-là. Oui, en fait, on voit sur les ossements qu'il y a eu... Enfin, ça ressemble en tout cas à des fractures quand on cherche à amortir une chute. C'est pour ça que Mathilde dit qu'elle était probablement vivante, c'est qu'elle a cherché à amortir sa chute, si toutefois c'est bien ce qui lui est arrivé, mais en tout cas c'est ce qu'on retrouve sur les restes du squelette. Et pour répondre à la question de la conservation, ça sera l'occasion de faire, je pense, vidéo et article. C'est des processus taphonomiques qui sont assez complexes, mais globalement, dites-vous bien qu'en fonction du sédiment dans lequel un corps se retrouve ou au-dessus duquel il se retrouve, parce que dans le cas de Lucie, je crois pas qu'elle était enterrée, la décomposition du corps et la manière dont les ossements vont ou pas se fossiliser, tous les ossements ne se fossilisent pas, certains oui, d'autres non, est dû en fait à ces conditions taphonomiques. Mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais voilà, globalement, on a eu de la chance.
pour Lucie. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'a absolument aucun contrôle sur ces événements, ça dépend vraiment du contexte. Mais finalement, question bête, mais est-ce qu'on n'a pas de la chance à chaque fois qu'on trouve un ossement finalement? Si. Au final, si. Et c'est pour ça aussi que les découvertes comme Lucie, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais Lucie, c'est 52 os qui ont été découverts, soit à 40% du squelette. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel encore aujourd'hui. Donc même si, voilà, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est une chance, mais découvrir autant d'ossements qui appartiennent à un même individu, c'est vraiment... Et aussi bien conservé. Oui. Alors là, c'est une révolution pour moi. Tu viens de me dire, c'est 40% du squelette qu'on a retrouvé, j'ai bien entendu. Parce que moi, chaque fois que j'ai vu une représentation de Lucie, elle était en entier. Donc, il y a donc un travail, je suppose, de recomposition qui est fait à partir des ossements trouvés. Oui, c'est ça. En fait, par exemple, si on a l'os du fémur droit qui est conservé, en fait, il est assez facile de refaire un modèle après pour le fémur gauche, par exemple. Et après, effectivement, il y a eu son squelette qui a été reconstitué, mais ça reste qu'une reconstitution, donc on peut jamais être sûr à 100% que c'était comme ça. Notamment, on n'a pas beaucoup retrouvé de restes des membres supérieurs un petit peu, mais du crâne, on a très peu retrouvé. Il est très fragmenté, le crâne. Il est très, très, très fragmenté. Donc, ça, c'est de la reconstitution, oui. Mais 40%, ça peut paraître peu, parce que je t'ai vu faire la moue, moi je le fais toujours complet, presque déçu. Mais en fait, on est très content quand il y a 40% d'un squelette. En général, je me rends compte en vous écoutant. Oui. Ouais, voilà, on peut retrouver qu'une partie de crâne. Il y a beaucoup de fossiles, on retrouve qu'une partie, par exemple, du crâne, qu'une phalange. On a des espèces aujourd'hui on se doute qu'elles existent. On a parfois des choses au niveau de l'ADN. Je pense aux hommes de Denisova, par exemple. Oui. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler. On en parlera, mais on n'a quasiment pas d'ossements aujourd'hui, donc on ne peut pas définir est-ce une espèce ou pas. Enfin, voilà, 40%. Mesdames et messieurs, ne soyez pas déçus. C'est génial, on est super contents. Surtout pour ces périodes, parce que Denisova, on a une phalange, maintenant on a une mandibule, mais Denisova, c'est 150 000 ans à peu près. Lucie, on est quand même à 3,2 millions d'années. Oui, donc, on n'est pas dans la même échelle de valeur. Ni non plus dans les mêmes conditions de conservation, puisque Lucie, c'est l'Afrique, c'est un climat qui est sec, aride, c'est plutôt mauvais pour la conservation des ossements, alors que Denisova, c'est plutôt dans des hautes altitudes, un climat froid. D'accord, oui, je comprends. Il y a aussi en fait ces facteurs-là qui jouent. C'est vrai que en Afrique, on a quand même ce problème-là. On a aussi le problème, c'est qu'à ces époques-là, il y avait en Afrique centrale une forêt tropicale, beaucoup d'humidité. Pour l'instant, on a du mal à retrouver des fossiles dans cette zone-là parce qu'en fait, c'est très, très mauvais pour la conservation. Oui, parce que là, c'est toute la nature qui se nourrit finalement de ce qui est en décomposition. Donc on a quand même des biais assez importants pour ça. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup, alors pas seulement à préhistorique, mais de manière globale. Lucie, ça fait partie des ossements les plus célèbres. Qu'est-ce qui fait que Lucie soit plus célèbre que les autres? Parce que là, moi, on m'a déjà posé des questions. On m'a dit, ok, c'est quoi pour toi la préhistoire? À partir de quand? C'était qui? Moi, les deux noms qui me reviennent le plus souvent, ça reste Lucie et l'homme de Néandertal, quoi. C'est vraiment les deux termes que j'ai entendus à l'école et que j'ai conservé. Pourquoi elle est si connue? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, son squelette, comme on disait, 40% du squelette, ça reste exceptionnel. Ça reste exceptionnel et on l'utilise pour beaucoup discuter les modes de locomotion chez les australopithèques, les proportions corporelles, les questions de dimorphisme sexuel, les modalités éventuellement d'accouchement vu qu'on considère que Lucie est une femme. De plus, c'est l'un des plus anciens squelettes découverts, comme l'a rappelé Mathilde tout à l'heure. Enfin, il y a quelques secondes, on parle de 3,2 millions d'années. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser ce chiffre, mais c'est assez ancien, 3,2 millions d'années. Voilà, c'est exceptionnel. Et pour rebondir là-dessus, je pense aussi c'est que du point de vue historique, Lucie, elle était extrêmement importante, puisque comme on l'a dit, en fait, le genre Australopithèque est connu depuis 1925, mais initialement, c'était pas un genre qui était rattaché à la lignée humaine. On pensait que les australopithèques étaient une forme de primate comme les autres. Et c'est vraiment avec la découverte de Lucie, en fait, où ça a redistribué les cartes et on a fait rentrer les australopithèques dans la lignée des hominines. D'accord. Et du coup, Lucie a complètement bouleversé la perception qu'on a des australopithèques. Donc je pense que c'est aussi ce qui a contribué à la renommée de Lucie, puisque c'était pour la première fois, on avait la preuve que les australopithèques étaient partiellement bipèdes.
ce qui n'était pas le cas avec le premier, puisqu'on avait uniquement retrouvé un crâne d'immature. Donc, du point de vue vraiment histoire des sciences historiques, Lucie est également extrêmement importante. Oui, elle est même, j'ai presque envie de dire essentielle, parce que là, ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que finalement, c'est très récent. Oui, au final, c'est assez récent que les australopithèques ont été considérés comme faisant partie de l'arbre de l'évolution humaine. Après, il y a eu des abus de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on entend souvent dire que Lucie est notre grand-mère à tous, Lucie est notre ancêtre, etc. Sauf que d'un point de vue phylogénétique, les australopithèques ne sont pas du tout sur la même lignée phylogénétique que notre espèce Homo sapiens. D'accord, on en revient à notre conversation du premier épisode. D'accord, donc là, on n'est pas sur la même branche. On n'est pas sur la même branche. Pas du tout, en fait, il y a une espèce de mythe qui a été construit autour de Lucie. Je pense effectivement que le fait que Lucie ait été attribuée, que ce soit une femme, en fait, elle est aussi un peu devenue du coup le symbole de la naissance de notre lignée humaine, un peu cette Ève africaine. Parfois, on revoit cette expression qui ressort, donc je pense que ça contribue aussi, voilà, Lucie qui est devenue un symbole de la préhistoire, cette femme. Et il y a eu quand même toute la construction d'un certain imaginaire qu'on retrouve encore dans certains documentaires ou dans certains articles, beaucoup encore de références. D'ailleurs, dans certains documentaires comme ça que j'ai eu l'occasion de voir, enfin, j'ai pas tous les titres en tête, mais il était sous-entendu que possiblement Lucie avait été maman. Ça, on est incapable de le dire, en fait. Ça, on n'a aucune preuve qu'elle ait eu des enfants, une descendance. Sinon, ça aurait été facile de déterminer du coup que c'était une femelle. Enfin, oui, pour le coup, il n'y aurait aucun doute. Il n'y aurait aucun doute. Mais non, effectivement, non. Donc il y a eu tout un imaginaire construit autour de Lucie. Ouais, elle était vue comme la mère de l'humanité parce que d'un seul coup, il y avait, je pense, cette personnification aussi du squelette. Si c'était AL 288-1 comme son nom scientifique dans les publications même de vulgarisation scientifique, bon, AL 288-1, on n'a pas très envie de dire c'est notre mère à tous. Lucie, ça sonne un peu mieux de ce côté-là. Il y a tout le folklore autour. Là, tu as parlé des Beatles au début de cette émission. C'est vrai qu'il y a un petit côté magique. Moi, j'ai la mélodie en tête. Forcément, oui, on a envie que ce soit notre grand-mère, oui. Voilà. Puis elle suscite encore beaucoup d'interrogations, puisque rien que le fait d'essayer de chercher les causes de la mort de Lucie, c'est quand même assez exceptionnel pour les fossiles. C'est une question que pour les autres fossiles, on ne se pose jamais, de savoir pourquoi ce fossile est là et de quoi il est mort. Et Lucie, c'est l'exception. En fait, c'est quand même la seule pour laquelle on cherche à savoir ce qui s'est passé. Vraiment, et des études qui ont quand même... L'étude en 2016 a nécessité en fait des moyens assez énormes au niveau des scanners pour être menés. Et c'est quand même... ça reste une exception. Donc je pense que ça montre bien quand même que Lucie fait encore appel à notre imaginaire. Alors, je dérive un peu et je me permets, parce que là, on est surtout doucement à la fin de notre session. Le fait qu'on puisse mettre autant d'énergie, donc d'argent là-dessus, c'est aussi peut-être à cause de sa notoriété, c'est peut-être plus facile après de négocier une enveloppe pour dire ok, nous on va étudier cet aspect-là autour de Lucie qu'on aurait si jamais on devait choisir un autre sujet. Oui, je pense que ça a pas mal joué. Après, je sais que pour cette étude, leur objectif principal c'était d'étudier la locomotion et que c'est en fait en étudiant les scanners de façon plus approfondie qu'ils ont commencé à se poser des questions sur certaines fractures qu'ils voyaient et que du coup ils ont approfondi dans cette direction-là. Mais même d'autres fossiles actuellement sont étudiés pour les locomotions et on se pose quand même pas ce type de questions. Donc, Oui, c'est sûr que les sujets qui sont plus, on va dire, à la mode ou connus ou qui parlent au public, en général, vont avoir potentiellement... En général, potentiellement, c'est un peu bizarre comme formulation, mais vous voyez, je prends des pincettes avec ce que je suis en train de dire, mais plus de financement, en tout cas plus facilement. Et voilà, parce que derrière, on va vendre plus facilement des articles dessus. Demain, on publie quelque chose sur un fossile que personne ne connaît, avec le titre, le fossile OH5, 2001, ça fait tout de suite beaucoup moins d'effet que Lucie, notre mère à tous, est tombée d'un arbre quand elle est morte. Oui, puis bon, malheureusement, là, l'argent reste le nerf de la guerre et sans moyens, c'est difficile de faire des études, ça on en convient tous, c'est normal. Écoutez, Mathilde, Alexia, un énorme merci pour votre partage. Là, je repars encore avec plein d'informations. Je me tourne virtuellement vers vous, amis auditeurs et auditrices, pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur
toutes les plateformes de podcast si ça vous intéresse, et évidemment sur prehistorytravel.com. Et c'est avec grand plaisir, si jamais vous avez des commentaires à nous laisser, des petites étoiles à nous mettre sur les réseaux sociaux et les multiples plateformes, on sera très heureux de les accueillir, parce que c'est un très très bon moyen simple et efficace de nous faire référencer, de nous faire connaître. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, et puis de cette merveilleuse équipe que j'ai autour de moi, merci encore. Et merci TMDJC, et puis à une prochaine fois pour un nouveau sujet sur Préhistorique. TMDJC Creations. Prehistorytravel.com